3.1, c'est très rapide. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en une seule dimension, on n'est pas obligé de spécifier la direction des vecteurs position, vitesse et accélération. La raison est simple, c'est qu'on a un seul axe. Donc, si on a une automobile qui se déplace sur une route qui est l'axe des X dans ce cas-ci, donc l'origine se trouve à gauche. Donc, c'est certain que le vecteur position de l'auto, que je vais nommer R, le vecteur R est nécessairement sur l'axe des X, donc nécessairement, il va y avoir un I rattaché au vecteur R. Mais ce qui est vraiment important, c'est de connaître la valeur de la position X ici. Donc, si l'automobile se déplace à une certaine vitesse sur l'axe des X, la vitesse va nécessairement être dans la direction de l'axe des X. Mais disons que l'automobile est en train de décélérer, donc la vitesse pourrait diminuer en longueur. Donc l'accélération pourrait être dans les X négatifs. Donc dans ce cas-ci, par exemple, l'accélération pourrait être décrite par moins AI. Si le mouvement se déroule sur l'axe des X, étant donné que le mouvement est décrit par ces trois quantités-là, position, vitesse et accélération, ben c'est certain que tous nos calculs vont mener à des vecteurs qui ont des composantes uniquement en I. Donc, ça devient un petit peu inutile de spécifier à chaque fois que le mouvement se déroule selon I. Okay? Donc, on peut juste faire abstraction des vecteurs unitaires I ou J, parce que des fois, si le mouvement est vertical, on va utiliser l'axe des Y. Puis finalement, on va tout simplement dire que la position c'est X, la vitesse c'est V et l'accélération c'est A. Donc, il nous restera à spécifier si X est plus grand que 0 ou si X est plus petit que 0. Ça va nous indiquer si on est à droite ou à gauche de l'origine. Donc, si V est plus grand que 0, mon mouvement est dans la direction de l'axe des X positifs. Si mon V est plus petit que 0, c'est un peu comme si je changeais le sens du vecteur ici, ben, je me dirige vers les X négatifs. A est positif, on aura une accélération vers la droite. Sinon, l'accélération sera vers la gauche. 3.2, donc position et déplacement. Donc, si on prend l'axe des X comme dans la section 3.1, on peut placer l'origine à un endroit bien précis. Donc, si on suppose encore le déplacement, le mouvement d'une automobile sur une route, donc l'axe des X, on pourrait avoir à un instant donné une position qui correspond à la position initiale, puis un instant plus tard, une position qui correspond à la position finale. Donc, la position évolue en fonction du temps. Au temps initial, j'ai la position XI, au temps final, j'ai la position XF. Donc, à quoi ça peut ressembler ici, là? Mon XI serait de moins 3 mètres, on va dire. Et puis mon XF correspondrait à 6 mètres. Donc, la position finale est positive, ma position initiale est négative, toujours par rapport à l'origine. La position, c'est pas plus compliqué que ça. Okay? Il suffit de bien positionner l'objet sur l'axe des X. Si on s'intéresse au déplacement, ce qu'on doit faire, en fait, c'est vérifier le changement de position, en fait. Donc, le déplacement, symbole delta X, tient compte des positions finales et initiales. Ça ne tient pas compte du chemin total parcouru par l'objet. Donc, l'auto pourrait passer pourrait faire plein d'allers-retours, en fait. Ce qui est important, c'est de savoir l'auto part de où et arrête où. Donc, le déplacement, dans ce cas-ci, si on prend mon exemple numérique, j'aurais 6,0 mètres moins 3,0 mètres. Donc, j'aurai un déplacement positif de 9,0 mètres. Donc, c'est tout à fait logique qu'il soit positif parce que je me déplace vers les X positifs. Donc, si on inversait le tout, j'aurais un déplacement négatif. Si je partais à droite puis je finirais à gauche de l'origine, j'aurais un déplacement négatif. Donc, ça, c'est mon delta X. Donc, encore là, c'est 9,0 mètres. Implicitement, c'est en I. On n'est pas obligé de l'écrire parce que c'est juste en une dimension. Section 3.3 et 3.4, on parle de vitesse.
On travaille ici avec la vitesse moyenne, la vitesse scalaire moyenne et la vitesse instantanée. Je vous explique la différence entre les trois. Dans 3.2, on avait cet exemple-là avec un déplacement qui était déterminé par notre vecteur delta x ici, qui était de 9 mètres. Puis on avait spécifié qu'on avait comme position initiale et finale en lien avec un temps initial et un temps final. Donc, c'est sûr que ce déplacement-là peut se faire dans un laps de temps qui est plus élevé ou plus faible. La notion de vitesse moyenne, en fait, implique le déplacement et le temps du déplacement. Donc, la vitesse moyenne est définie par delta x sur delta t, donc le déplacement divisé par le laps de temps que dure le déplacement. Delta x est égal à xf moins xi, toujours final moins initial. Delta t, c'est temps final moins temps initial. Okay? Donc, final moins initial tout le temps. Dans mon exemple ici, si on prend mes chiffres, donc il me resterait à spécifier les temps. Donc, supposons que le mouvement a lieu, puis au temps 3 secondes, on note la position de moins 3 mètres. Puis au temps 10 secondes, on note la position de 6 mètres. On va retrouver 9 sur 7 mètres par seconde. Donc, ce qui correspond à environ 1,29 mètres par seconde. Donc, comme vous voyez, la vitesse moyenne ne dépend pas de par où l'objet va passer. Donc, l'auto peut avoir fait plusieurs allers-retours ou peut avoir dépassé la position 6 mètres, peut être revenu par après à la position 6 mètres. Ça ne rentre pas dans le calcul de la vitesse moyenne. Donc, on pourrait avoir une vitesse moyenne qui est nulle. Si notre point de départ est le même que le point d'arrivée, on a un déplacement qui est nul. Donc, on peut s'être déplacé, c'est-à-dire on peut avoir parcouru une certaine distance entre ces deux temps-là, mais notre déplacement est nul, donc notre vitesse moyenne est nulle. Donc, par distinction avec la vitesse scalaire moyenne, qui, elle, va tenir compte de la distance totale parcourue. La vitesse scalaire moyenne, elle, c'est vraiment distance d sur delta t. Donc, c'est le même delta t, mais d ici correspond à la distance totale parcourue sur delta t. Donc, il faut savoir par quel endroit l'objet est passé. On pourrait imaginer que le taux part d'ici, mais qu'au lieu d'aller en direction de l'axe x positif, le taux pourrait reculer, puis se mettre à avancer par après, atteindre une position maximale, puis revenir par la suite. Donc, ça serait un exemple de distance parcourue, même si le déplacement est de 9 mètres. Mais la distance parcourue, elle, serait de combien? Bien, je me déplace de 2 mètres à gauche. Donc, j'ai 2 mètres ici. Je rajoute toute cette section-là qui mesure 14 mètres. Puis, au final, quand je reviens sur mes pas, je rajoute un 3 mètres. Ce qui correspondrait à une distance totale parcourue de 19 mètres sur un temps de 7 secondes. Donc, quelque chose comme 2,71 mètres par seconde. Donc, la vitesse scalaire moyenne va toujours être plus élevée ou égale à la vitesse moyenne. Quand on s'intéresse à la position et la vitesse d'un objet, on fait souvent référence à un graphique de la position en fonction du temps. Donc, si je fais un lien avec l'exemple précédent, on avait comme donnée que l'automobile, le temps initial correspondait à 3 secondes, puis le temps final correspondait à 10 secondes. Notre position initiale correspondait à moins 3 mètres. Notre position finale, elle, correspondait à 6 mètres. Mais on a vu qu'entre ces deux positions-là, on avait des petits allers-retours. Donc, on partait dans les x négatifs. On revenait comme ça ici. Puis, on se retrouvait à la position finale, au temps final. Okay, donc, le déplacement, en fait, la position en fonction du temps pouvait ressembler à ça. Donc, si on fait le total du chemin, on avait tantôt la distance totale parcourue, mais si on tient compte seulement du déplacement, c'est là qu'on a 9 mètres.
Donc, sur un graphique comme ça, la vitesse moyenne, en fait, que ça peut représenter, si on prend les points initiaux et finaux, puis qu'on fait passer une droite à travers ces deux points-là, on peut calculer la pente. Hein, la pente correspond, dans ce cas-ci, vu que c'est l'axe des x qui est vers le haut, puis l'axe du temps qui est à l'horizontale, la pente correspond à delta x sur delta t. Il se trouve que la pente correspond à la vitesse moyenne. OK, donc, si on prend 2 points, là, je prends TI et TF, mais je pourrais prendre 2 points quelconques sur mon graphique, ce temps-là et ce temps-là. Ben, il suffit de trouver les coordonnées en X et en temps, puis on peut tracer la pente. On calcule notre delta X et notre delta T, et on a encore une vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne en 2 points, avec un graphique comme ça, c'est vraiment la pente qui passe par de la droite qui passe par les 2 points en question. Si je m'intéresse à voir la vitesse exacte en un point donné, en un temps donné, là, on parle de la vitesse instantanée. Je vais utiliser cette petite animation-là. Donc, j'ai une courbe en rouge qui peut représenter, dans ce cas-ci, la position en fonction du temps d'un objet. OK? Puis j'ai 2 points A et B qui sont l'instant initial et l'instant final. Donc, je peux changer la position de ces points-là. Donc, par exemple, le point A serait au temps initial 15 secondes, puis j'aurais une position initiale correspondante d'environ 325 mètres. Ma position finale, ben, je peux la mettre ici à 35 secondes, puis j'aurais une position finale qui correspondrait à quelque chose comme 670, quelque chose comme ça. Ce qui est important, en fait, c'est que, dépendamment de où je mets mes positions initiales et finales, je peux déterminer mon delta x. Donc, il se trouve que mon delta x, donc xf moins xi, ici, vaut 544,54 mètres. Je peux aussi calculer mon écart en temps. Si je prends tf moins ti, je vais retrouver 24,61 secondes. Bon, bien, si je prends une droite qui passe par le point A et le point B, cette droite-là a une pente qui correspond à delta x sur delta t. Avec ces valeurs-là ici, je trouve une pente qui vaut 22,13 mètres par seconde. Alors, on se rend compte que la pente correspond à la vitesse moyenne. Donc, ma vitesse moyenne, évidemment, va changer dépendamment des 2 points que je vais prendre. Donc, si je prends 2 points qui sont à la même position, disons 425 mètres, puis je reviens à la même position à TF, bien, j'ai un déplacement nul. Bon, à peu près, là. Ma vitesse moyenne est nulle. Si je veux avoir la vitesse instantanée en un point, une technique que je peux utiliser, c'est, puis vous allez voir de quoi de semblable en calcul différentiel, c'est de prendre 2 points, puis de m'arranger pour que le laps de temps entre les 2 points tende vers 0. Donc, si je prends le point B, puis je le rapproche tranquillement du point A, donc en fait, si mon delta t tend vers 0, hein, comme ça, je vais retrouver une droite qui est tangente à ma courbe. Donc, dans ce cas-ci, quand on a un delta t qui tend vers 0, on parle de la dérivée de la position par rapport au temps TF dans ce cas-ci. Donc, la pente de la tangente, qui est la dérivée de la courbe, me donne 18,92 mètres par seconde. Donc, c'est vraiment la vitesse instantanée au moment TF. Donc, en résumé, la vitesse moyenne, c'est delta x sur delta t. Puis la vitesse instantanée correspond à la limite quand delta t tend vers 0. Donc, en calcul différentiel, vous allez apprendre que cette expression-là se réduit à la dérivée par rapport au temps de la position. Je sais que vous allez probablement le voir dans les prochaines semaines en calcul différentiel, la signification de la dérivée. Donc, pour l'instant, ce n'est pas plus grave que ça si vous n'êtes pas familier avec ça. Je vais attendre peut-être une semaine encore pour vous montrer comment faire les dérivées. 3.6, accélération moyenne et accélération instantanée, c'est le même principe que pour la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Si on a le graphique de la vitesse en fonction du temps, et puis là, ça peut être n'importe quel type de courbe. Donc, imaginons une courbe qui ressemble à ça. Okay? Donc, si je me concentre sur 2 instants donnés, par exemple TI et TF, ben, je peux tracer une droite qui passe par TI et TF, par ces deux points-là, c'est-à-dire. Et puis, la pente de cette droite-là va correspondre à mon écart sur l'axe vertical, qui correspond dans ce cas-ci à delta V. Puis, je vais avoir mon delta T sur l'axe horizontal, donc la pente.
correspond à delta V sur delta T. Ben, il se trouve que la variation de vitesse par rapport à la variation de temps, ça correspond à l'accélération moyenne. Donc, le genre de calcul, ben, si vous avez, par exemple, une vitesse initiale qui est positive, donc on va dire 2 mètres par seconde, une vitesse finale qui est négative, et puis que tout ça se déroule dans un temps de 5 secondes, ben là, c'est assez simple. L'accélération moyenne, on applique tout simplement la formule. Donc, j'ai la vitesse finale qui est moins 10, moins la vitesse initiale qui est 2. Je divise par 5. Ça me donne moins 2,4 mètres par seconde carré. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que tout ça ici, c'est en secondes, puis tout ça ici, c'est en mètres par seconde. OK, donc je vais avoir des mètres par seconde sur des secondes, ce qui fait des mètres par seconde carré. Le principe pour l'accélération instantanée est le même que pour la vitesse instantanée. Donc, si je prends par exemple l'accélération instantanée en un point donné, ce que je dois trouver, c'est la tangente, la pente de la tangente à la courbe. Okay? Puis la pente va correspondre encore une fois à la limite quand delta t tend vers 0 de delta v sur delta t. Donc, c'est un peu comme tantôt. Si je prends mes deux points, puis je les rapproche tranquillement, delta t tend vers 0. Et tout ça va me donner la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Donc, l'accélération instantanée correspond à la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Souvent, on va dire l'accélération en fonction du temps. Donc, ça, c'est l'accélération instantanée. C'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse en fonction du temps. Donc, encore une fois, ici, c'est sûr que pour ce qui est des dérivées, dans une semaine ou deux, vous allez être à l'aise avec ça. Donc, pour l'instant, c'est pas grave. Dans les exercices, on parle de dérivées, peut-être passer par-dessus, puis on y reviendra plus tard.